Madame et Monsieur les administrateurs de la Fondation, cher Thierry, cher Michel Papalardo, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ici ce soir dans l'auditorium de la Fondation François Sommer, sous le regard bienveillant de nos fondateurs François et Jacqueline. François, pionnier de l'écologie et de la chasse moderne et responsable, compagnon de la libération, entrepreneur social, dont nous commémorons cette année le 50e anniversaire du décès, ainsi que le 30e de sa chère épouse Jacqueline, première présidente de la Fondation, décédée en 1993. Bienvenue à nos invités, à nos partenaires et à nos intervenants de ce soir. L'INRAE, l'association Hommes et Territoires, le regroupement des naturalistes ardennais, l'association Renard, l'Office français de la biodiversité et nos amis européens de Yellow, European Landowners Organization. Merci d'être avec nous pour inaugurer ce nouveau cycle de rencontres-débats organisé par la Fondation, laquelle contribue depuis bientôt 60 ans, fidèle à sa vocation, au dialogue constructif entre les différents acteurs de la défense de l'environnement, qu'ils soient chasseurs, naturalistes, scientifiques, artistes, écologistes ou intellectuels, au-delà des polémiques. En cela, nous poursuivons les missions assignées par nos fondateurs qui souhaitaient faire de cette institution, au carrefour de la science, de l'art et de la conservation de la nature, un lieu de rencontre, de débat, de partage de la connaissance autour des questions qui interrogent le rapport de l'homme à son environnement. Quels sont les objectifs de ce cycle de rencontres Homme-Nature que nous inaugurons ce soir? Il s'agit en premier lieu de partager le savoir sur des thématiques environnementales d'actualité, d'échanger et débattre en utilisant cet auditorium comme un lieu d'échange entre scientifiques, spécialistes de l'environnement et tous les usagers de la nature, qu'ils soient chasseurs ou non. Il s'agit de valoriser non seulement les projets de mécénat scientifique soutenus par la Fondation et suivis par son pôle nature, mais aussi, voire surtout, de mettre à l'honneur les porteurs de ces projets. Dans quelques instants, certains de nos partenaires et bénéficiaires, présents ici ce soir devant nous, participeront à nos débats et les enrichiront des résultats de leurs travaux. Je tiens encore à les en remercier. Il s'agit enfin de s'adresser à un large public que vous représentez ce soir. Étudiants, universitaires, chercheurs sur des thématiques nature, environnement, biologie, agriculture, sylviculture, agroforesterie, professionnels publics et privés proches de ces thématiques, représentants d'administrations, de ministères, d'institutions ou encore de fédérations de chasseurs. Public sensibilisé à ces questions et enfin, éditeurs, journalistes, experts ou encore bénévoles et surtout acteurs de terrain. Avant de conclure, je tiens particulièrement à remercier les équipes du pôle nature et de la communication de la Fondation qui ont parfaitement œuvré à l'organisation de cette soirée. Je cède donc maintenant la parole à Éric Delachesnais, journaliste au Figaro, qui nous fait l'amitié de venir animer cette première rencontre consacrée aux bonnes pratiques agricoles s'il en est, respectueuses de la biodiversité, un thème cher à nos fondateurs, à la fois chasseurs et défenseurs de la nature et de la faune sauvage. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, monsieur le directeur. Effectivement, bonsoir à toutes et à tous. Il y a un public très varié. C'est tout à fait intéressant parce que ce thème est d'actualité. Hier, je me promenais, parce que j'ai une activité aussi agricole, je me promenais dans mes champs en Mayenne pour voir si l'herbe poussait, parce qu'il y a les foins à faire vers juin. Et je me disais que les haies, c'est important. Les haies, c'est important, surtout au printemps, parce que ça fleurit. Il y a les oiseaux qui bougent un peu partout, qui font leur nid. Et je regardais à côté un voisin qui n'a pas d'autre choix que le rendement de plus en plus important, la course au rendement, hein, et qui a coupé toutes ces haies. Et finalement, c'est des paysages un petit peu mortifères quand il n'y a plus de haies, quand il n'y a plus de végétation. Mais est-ce qu'ils ont vraiment le choix? Est-ce qu'on leur a appris à faire autre chose? Alors,
La réunion de ce soir va nous permettre justement d'y voir un peu plus clair, de sensibiliser les uns et les autres à travers les journalistes, les avocats aussi, les chasseurs, enfin, vous tous, parce que c'est trop important. On avait des millions de kilomètres de haies avant 1950, certes peut-être un peu trop. Le remembrement a fait qu'on en arrachait 45 000 kilomètres par an. Maintenant, on a descendu un petit peu, on est à 10 000. Mais il faudrait en replanter 20 000 pour avoir un solde positif. Et on se rend compte des dégâts, mais ça, on va en parler avec nos intervenants. Après, on s'étonne que les sols soient durs comme du béton, qu'il n'y ait plus de vie. Si on laisse juste des prairies de 50 hectares sans un arbuste, c'est évident que l'évaporation, l'évapotranspiration ne peut plus jouer et que les sols ils sont imperméables. Voilà ce que je voulais vous dire avant de rentrer dans le vif du sujet. On se rend compte que c'est une véritable catastrophe écologique et les chasseurs, je m'en suis rendu compte à travers mon travail là, de journaliste, et je ne le pensais pas, sont des vrais écologistes, dans le sens où ils commencent à replanter des haies et ils commencent aussi à réguler. Parce que si on laisse trop de gibier dans la forêt, la végétation peut en souffrir et en pâtir. S'il y a une bonne régulation, si on remet des haies là où il faut, des mares là où il faut, la biodiversité reprendra son plein effet. Donc j'appelle nos intervenants. Il y en a déjà un, c'est monsieur Thierry Delescaille, je cherchais le prénom. Chloé, si vous voulez bien venir. Chloé Swiderski, Antoine Gardarin et Nicolas Arter. Alors Chloé, bonjour, bonsoir. Vous êtes ingénieur agronome à Bordeaux et vous suivez les thématiques agroécologiques, agriculture et biodiversité pour l'association Hommes et Territoires. Alors, vous êtes beaucoup intéressé, et quand on a préparé cette émission, cette table ronde, pardon. Excusez-moi, j'ai un gros rhume. J'espère que vous serez compatissant, mais j'ai pas le Covid. Donc vous êtes beaucoup intéressé aux bordures extérieures de champs. Bon, en apparence, une bordure de champ, ça n'a aucun intérêt. Je me souviens, moi, à l'époque, on coupait ça avec le gyrobroyeur parce que ça gênait plutôt qu'autre chose. Mais finalement, il y a de la vraie vie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors les bordures de champs, elles ont l'intérêt déjà d'être présentes dans le paysage sans qu'on ait besoin de les planter ou de les implanter. Donc l'intérêt, en fait, c'est de les valoriser pour les services écosystémiques qu'elles peuvent apporter si elles sont bien gérées. Donc j'ai fait mes études à Bordeaux, mais je suis basée à Orléans, donc à l'association Hommes et Territoires, et donc notre terrain de jeu, c'est la Beauce. Donc bon, la Beauce, il y a des haies qui se replantent, mais c'est pas un territoire bocager comme on pourrait, par essence. Par essence. Donc l'idée, en fait, on s'est intéressé aux bordures de champs dans cette optique de se dire c'est une trame verte qui existe dans le paysage, qui peut être accueil de la biodiversité et qui peut porter des services agronomiques aussi. Donc on s'est intéressé déjà à casser un peu l'image que vous venez très bien de décrire par provocation, mais qu'on entend encore en pleine, de dire de toute façon c'est une perte de surface, c'est un réservoir d'adventices, et puis dedans il y a tous les ravageurs qui vont rentrer dans la parcelle et s'attaquer à ma culture. Et donc, en fait, on a fait des suites biodiversité sur ces bordures-là. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas une bordure de champ, mais des bordures de champ, avec tout le panel, en fait, de la bordure pas agronomiquement ni écologiquement très bien conservée, donc qui, effectivement, va appuyer ce regard d'espace pas efficace pour la production agricole, mais il y a aussi des bordures de champs qui vont être diversifiées avec une flore plutôt vivace et plutôt fragile qui ne va pas du tout être adaptée finalement à la zone cultivée. Et la bordure de champ, excusez-moi, elle commence où ? Parce que sur votre slide, il y a trois... Alors en fait, oui, la bordure de champ, il y a trois largeurs. Je vais commencer par ça. Oui. C'est la zone herbacée spontanée qui est à l'interface entre la parcelle cultivée et un autre milieu qui peut être une route, une haie, un chemin. Ce qu'on voit à l'écran, là, qui est en vert, c'est un chemin.
Oui. Donc c'est entre la parcelle, qui a l'air d'être une parcelle de blé, et donc cette le bordure, il y a un fossé, il y a des mauvaises herbes. Là, il n'y a pas de fossé, Non, il n'y a pas de en fossé, là, on dirait. l'occurrence, et il n'y a pas forcément de mauvaises herbes non plus, d'ailleurs. Ok. Mais voilà, on est vraiment sur cette zone spontanée qui est à cheval, en fait, entre la zone cultivée et la zone de circulation des engins. Donc parfois, elle existe pas beaucoup, c'est-à-dire que l'heure est de charrue et au passage de roues. Parfois, elle existe, mais voilà, elle est plutôt pleine d'adventices, des adventices qu'on caractérise très problématiques d'un point de vue agronomique. Donc on va avoir les régras, les chiens-dents, les bromes, pour ne citer que. Et puis parfois, elle va être simplement enherbée, donc plutôt graminée. Et puis dans le meilleur des cas, elle est très diversifiée avec de la fleur et de la graminée. Donc on pourrait dire que c'est une pelouse fleurie ou quelque chose comme ça pour aller peut-être en opposition avec ce qu'on va parler tout à l'heure des bandes fleuries. Là, on a aussi de la graminée. Et donc, on va avoir à la fois une zone refuge pour l'entomofaune, mais aussi la petite faune de plaine, les lièvres, les perdrix foisonnent. Et puis, les pollinisateurs ou les auxiliaires qui vont venir se nourrir du coup de nectar et de pollen et qui vont pouvoir aller aussi pondre leur lave et prédater les ravageurs dans les parcelles. Ok, donc ça peut être des alliés plutôt que des ennemis pour l'agriculteur. Mm. Et est-ce que les mentalités évoluent? Est-ce que l'agriculteur comprend que ça peut être un allié, que peut-être que c'est mieux de ne pas le broyer, cette bande? Vous voulez répondre, mais Thierry? Oui, moi, je dirais pas tous. Parce que quand même, beaucoup d'agriculteurs qui s'engagent dans cette démarche se font lourdement critiquer par d'autres. Il y a quand même une évolution très favorable. Alors, je suis très amusé de voir votre slide parce que nous avons publié avec la Fondation François Sommer une étude sur la petite faune sauvage des champs et des prairies et nous nous basons sur le même slide. Oui, alors non, il y a encore du travail, heureusement, sinon j'aurais plus grand-chose à faire. Oui. Non, mais oui, c'est ce vers quoi on œuvre. Donc en fait, cette action, elle est portée par le programme Agrifaune, qui est porté au niveau national par l'OFB, la Fédération des chasseurs, la FNSEA et les chambres d'agriculture. Et donc l'idée, c'est de travailler sur différentes thématiques. Donc il y a une thématique sur les bords de champs. Et c'est d'encourager, donc d'aller faire de l'expérimentation à vocation démonstrative. On n'est pas organisme de recherche, on fait vraiment plutôt de la démonstration sur le terrain, c'est-à-dire qu'on amène les connaissances scientifiques qui sont publiées vraiment directement sur le terrain auprès d'un groupe d'agriculteurs et on démontre par des journées bout de champ, des représentations que ce qu'on lit dans des papiers scientifiques, ça se vérifie aussi chez eux, quoi. Enfin, le papier, il est tiré du terrain, effectivement, mais voilà, c'est aussi faire descendre l'information et faire changer les mentalités par ce biais-là, en fait. Et aussi par le biais de la politique agricole commune, puisque maintenant, il y a des obligations de l'éco-conditionnalité. On ne peut plus broyer ces bordures de champs du 15 mai au 15 juin. Oui, mais après, là, on est vraiment... Enfin, ça pose encore question, parce qu'une bordure de champ, pour être déclarée, il faut qu'elle fasse 5 mètres de large. Alors, c'est l'idéal, hein, sauf que, sur le terrain, ça nous dessert plus que ça nous sert, en fait. Okay. Malheureusement. Je crois que vous avez aussi une autre slide. Donc là, ça, c'est une bordure de champ qui a été broyée. Ouais, alors là, il y en a deux. Donc, l'idée, c'est de montrer, en fait... Donc nous, en Beauce, on broie avant les moissons. Enfin, on broie ce qui est fait. C'est une obligation? Non, mais c'est ce qui est fait parce que comme ça, on est tranquille, il n'y a pas de pollution dans la moissonneuse. Et puis, finalement, c'est un peu le temps mort avant les moissons. Qu'est-ce qu'on fait? On sort le broyeur. Je suis un peu provocatrice, hein, mais c'est ça. Et donc là, la photo, elle est hyper représentative parce qu'en fait, on a un agriculteur qui ne broie pas à votre gauche. Et un agriculteur qui a broyé, là, on doit être fin mai, début juin à peu près. Et en fait, donc les deux bordures, elles étaient à peu près sur le même cortège végétal. Et en fait, si vous regardez bien, il y a des fleurs, il y a de la ressource et il y a un couvert. Et en fait, on peut imaginer que 15 jours plus tard, la moissonneuse est passée
Et qu'est-ce qu'il va y avoir, à part les 3 arbres près de l'exploitation? Pas grand-chose pour accueillir la biodiversité, quel que soit le taxon qu'on peut considérer d'ailleurs. Voilà. Est-ce que ça peut être un pare-feu aussi? Un pare-feu. Ben, dans le sens où, comme c'est vert, et que après, quand on fait la moisson, il y a du chaume. Je ne suis pas sûre, Non. parce que ça sèche aussi. Enfin, si on prend l'été dernier, c'était sec pareil. Okay. La preuve par les actes, alors à ma droite, Nicolas Harter, vous êtes donc responsable de l'association Renard, regroupement des naturalistes ardennais, et vous avez mis justement un programme, vous avez mis en place un programme sur 3 ans, 2018-2020, et agriculteurs, pour sensibiliser les paysans sur l'importance des mares, des haies, des bandes enherbées. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Comment ça s'est passé, la sélection des agriculteurs, et qu'est-ce que vous avez pu faire concrètement? D'accord. Donc, je vais revenir un petit peu sur la genèse du projet déjà, puisque moi je travaille dans une association, ce qu'on appelle vulgairement une association de protection de la nature, voire carrément une association d'écolo. Et on parle beaucoup de protection de la nature, on parle beaucoup de préservation de la biodiversité, d'actions à faire, etc. Mais on est parti du constat que, au sein de l'association, ces actions de protection, de conservation, elles se concentrent souvent, en grande partie, sur des milieux bien ciblés, des réserves naturelles, des espaces naturels sensibles, des sites conservatoires, etc. Et qu'au final, ça représente une portion extrêmement faible de la surface de notre territoire. On a raisonné au niveau du département des Ardennes, là où j'interviens, mais je pense que c'est un peu partout pareil en France. Et que si on voulait vraiment faire des actions sur une échelle différente pour la protection de la nature concrètement, il fallait qu'on se tourne vers des espaces agricoles ou forestiers. Et les espaces agricoles représentent une large partie du territoire de notre département. Donc, il faut forcément se tourner vers la profession agricole et sortir un peu d'une sorte de fonctionnement en silo où on a les naturalistes, les écolos d'un côté, les agriculteurs de l'autre, les forestiers de l'autre, ainsi de suite. Il fallait trouver des ponts, il fallait trouver des passerelles, et on a monté ce programme-là qui avait vocation uniquement à faire des diagnostics chez les agriculteurs volontaires en leur présentant, en allant sur place, en disant concrètement, quelle biodiversité vous avez présente sur votre exploitation. Et on est parti avec tout type d'exploitants, c'est-à-dire qu'on est parti avec des éleveurs, on est parti avec des arboriculteurs, des maraîchiculteurs, des personnes qui étaient en polyculture élevage, en pur céréalier. On a un département qui est très diversifié au niveau agricole, donc on a un peu tous les profils, des personnes qui sont en conventionnel intensif, des personnes qui sont en agriculture de conservation, des personnes qui sont en agriculture bio. Enfin, voilà, on est parti un peu avec tout le monde, avec l'idée de travailler avec 10 agriculteurs par an pendant 3 ans. C'est ce projet qui avait bénéficié d'un financement notable de la Fondation François Sommer. Donc voilà, et vraiment, c'était juste un diagnostic en disant, voilà ce que vous avez. On n'allait pas au-delà de cette-là, pour ne pas en fait orienter, pour ne pas pointer du doigt, pour ne pas éventuellement brusquer. Et à partir de là, on pouvait discuter maintenant, est-ce que vous avez envie, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que vous avez envie d'aller plus loin ou pas? Donc on avait sur 3 ans 30 agriculteurs et on en a eu 21 qui nous ont dit oui, ça nous intéresse, on va essayer d'aller plus loin. Donc les autres qui ont abandonné, c'est soit ils nous ont dit ok, je sais ce que j'ai chez moi, c'est très bien, mais je ne veux pas aller plus loin. D'autres nous ont dit moi j'irai bien plus loin, mais je suis juste locataire de mes terres, je n'aurai pas les accords des propriétaires pour aller plus loin. Voilà. Ça s'est écrémé un peu comme ça. Et après, une fois qu'on est parti de là, on a dit bon, ok, quels sont les points forts, quels sont les points faibles, quelles sont les caractéristiques de votre exploitation. On ne va pas forcément proposer la même chose à un arboriculteur qu'à quelqu'un qui est en élevage au vin, par exemple, de quelqu'un qui est un pur céréaliculteur, en fonction du sol qu'ils ont, en fonction de la typologie d'exploitation. On ne va pas proposer forcément la même chose. Excusez-moi, le profil des agriculteurs, c'était du maraîcher à 2 hectares au céréalier à 300 hectares. C'est ça, c'est à peu près ça. On a travaillé un petit peu vraiment avec tous les profils qu'on pouvait rencontrer dans le département. Alors, il ne faut pas non plus se faire d'illusions. On avait quand même une majorité d'agriculteurs qui étaient engagés dans une agriculture bio ou une agriculture de conservation. En général, parce que c'est un public qui est déjà un petit peu plus sensible aux questions d'environnement, mais pas que. On a eu aussi des personnes qui étaient des producteurs de céréaliers sur la Champagne crayeuse, donc typologie Beauce, et donc qui étaient sur une démarche d'agriculture qu'on qualifierait d'intensive. Et une fois qu'on a fait ça, on a pu proposer des aménagements
avec l'idée de base, c'est que les aménagements étaient proposés en concertation avec l'exploitant agricole et, si possible, répondaient à un besoin ou avaient une utilité. C'est-à-dire qu'on est parti, par exemple, sur des haies, mais par exemple, chez les arboriculteurs ou chez des maraîchers, on a fait des haies défensives. En gros, concrètement, c'est pour empêcher une intrusion sur la parcelle pour venir des personnes qui viennent se cueillir leur panier de pommes ou leur botte de carottes de manière un peu sauvage. Pour les éleveurs, on a quand même travaillé avec pas mal d'éleveurs ovins, bovins et puis des polyculteurs éleveurs. Par exemple, ces personnes-là, il y a une thématique qui est de plus en plus marquante, c'est l'eau. L'eau en été, et c'est récurrent. On a commencé notre programme en 2018. 2019 était sec, 2020 était très sec. Bon, 2021, ça n'a pas été la même. 2022, enfin voilà. Et donc ça devient une vraie thématique. Quand vous avez la personne qui a 4 parcs, dans chaque parc, elle a son pot d'animaux, et qu'une partie de la journée, elle le passe avec la tonne à eau à aller abreuver, quand on lui dit, on va peut-être essayer de creuser des mares en mettant une pompe à museau, un exclos, ça match en général relativement bien, quoi. Donc sous réserve. Il y a vraiment un changement de mentalité, vous me disiez. En 2019, on vous aura appelé pour boucher les mares. C'est un peu l'idée. Voilà. Alors, ça peut encore être le cas de figure, mais pour les personnes qui sont éleveurs, aujourd'hui, c'est devenu une vraie problématique. Enfin, en plus, nous, le local où je suis est à côté d'un point d'aspiration d'eau, et on voit bien, c'est un défilé toute la journée. Donc aujourd'hui, on travaille sur cette thématique-là. Voilà, on est parti sur cet ensemble de choses avec un peu de bandes fleuries aussi, parce qu'on en a quelques-uns, notamment sur les grandes cultures, qui nous ont fait remarquer que ça pouvait être utile en termes d'auxiliaire par rapport à une lutte intégrée. Donc voilà, on est parti sur un peu tous ces aménagements, et au final, on arrive à une quinzaine de kilomètres de haies qui ont été plantés. Parce que une fois qu'on avait fini notre programme, on allait chercher en gros des financements dans l'idée que, parce que planter une haie, c'est pas donné. Implanter des bandes fleuries, c'est pas donné. Creuser une mare, c'est pas donné. Donc l'idée, c'est qu'après, nous, on s'est tourné vers des financements externes pour mettre en place des actions concrètes. Et on a sur ces 21 agriculteurs, on est arrivé à une quinzaine de kilomètres de haies qui ont été plantés, pas mal de mares qui ont été soit restaurées, soit créées, un peu de bandes fleuries. Une vingtaine de mares, non ? C'est ça, une vingtaine de mares qu'on a mis sur différents financements. Enfin, voilà. C'est à peu près l'idée de ce qu'on a pu faire concrètement, après avoir fait un travail déjà initial de juste diagnostic, et puis on voit ce qui se passe. Donc vous sentez que les mentalités changent, ça évolue, poussé un peu par le changement climatique et puis par le réalisme. Alors, les mentalités changent, oui et non. Oui, au sens où il y a, en fait, le constat que je fais, c'est qu'on a un milieu agricole qui est presque de plus en plus dichotomique entre un certain nombre d'exploitants agricoles qui souhaitent vraiment s'intéresser à la chose, réfléchir autrement, et puis un milieu qui part vraiment dans un milieu de plus en plus intensif, de plus en plus optimisé au niveau économique et budgétaire, mais où la biodiversité n'est pas un facteur qui rentre en ligne de compte, clairement. Donc cette deuxième frange, j'ai envie de dire, malheureusement, on travaille difficilement avec eux, tout simplement parce qu'ils ne sont pas demandeurs. Et comme nous, on n'est pas là pour imposer des choses, on va dire, c'est tout, on ne discute pas. L'autre frange, par contre, oui, il y a vraiment un changement. Il y a un changement par rapport comment travailler un peu mieux, parfois avec un petit peu moins de stress. Si on peut travailler un petit peu moins, c'est-à-dire concrètement, si on a des mares qui peuvent abreuver, c'est bien. Si on a des haies qui peuvent fournir un complément fourragé en période estivale, c'est bien. Alors voilà, on a tous ces éléments-là qui vont permettre parfois... il y a un changement des mentalités qui se fait dans ce sens. Voilà. On parle bien de mares et pas de méga-bassines. Non, je parle bien de mares, et on n'a pas travaillé du tout sur les questions d'irrigation. On n'est pas dans les Deux-Sèvres, on est dans le département des Ardennes, et la sécheresse chez nous, pour l'instant, reste un terme encore relatif. Merci beaucoup pour ce témoignage. Sachant que, si je résume bien, la Fondation Sommer, elle vous a aidé à faire les diagnostics. C'est ça, la Fondation François Sommer, en fait, nous a financé le programme sur 3 ans, avec un petit peu un message qui était on vous met le pied à l'étrier pour que vous puissiez aller plus loin. Et qu'ensuite, les financements pour les haies, il y en a par département et par région. Alors après, nous, on a été chercher les financements qui étaient disponibles. Dans notre région, la région Grand Est a quand même un programme de restauration de la trame verte et bleue qui est assez conséquent, donc qui nous a permis d'obtenir des financements de cette façon-là. On a pu aller chercher éventuellement un petit peu de cofinancement auprès de partenaires privés, Fondation du Crédit Mutuel, Fondation Léa Nature, ce genre de choses. Voilà, on a cherché. En gros, l'idée, c'est que quand même aujourd'hui, une haie double rang, on est entre 15 et 17 euros du mètre linéaire.
Donc quand quelqu'un vous dit, moi je suis intéressé, je vais en planter 4000 mètres, qu'on lui annonce le budget, ça arrivait, hein. On a planté 4000 mètres chez un exploitant agricole, sauf que quand on lui dit le budget, il est un petit peu moins ouvert à la discussion, quoi. Donc, et ça se comprend parfaitement. Et encore, quand on parle d'éleveurs, des éleveurs qui ne sont pas forcément une profession qui roule sur l'or, ça devient encore plus compliqué, quoi. Donc l'idée pour nous, c'était d'essayer qu'il y ait un reste à charge qui soit le moins important auprès des exploitants agricoles, l'argent restant quand même, d'une certaine façon, le nerf de la guerre. Et dans les essences des haies, je suppose que vous mettez des essences. Enfin, vous disiez que vous n'y étiez pas encore trop soumis à la sécheresse, mais il faut penser à 2050. Alors, dans tous les cas de figure, on commence déjà par regarder où on va planter, s'adapter à la nature du sol. Dans les diapos qui défilaient au début, là, il y a une diapo qui correspond à un chantier de plantation qu'on a fait en plus sur du bénévolat. Là. On est sur des terrains qui étaient très humides. Dites-moi quelle diapo. C'est une des diapos qui circulait pendant que tout le monde s'installait. Je ne sais pas si on arrive à la retrouver. Ben, c'est pas très grave. On voit des gens avec des bêches qui galèrent dans la boue. Voilà, là, on était sur des sols extrêmement humides. Donc, par exemple, clairement, ça pouvait poser un problème. On ne va pas implanter n'importe quoi. Si vous êtes sur des sols de la Champagne crayeuse, des sols très drainants, hyper saturés en calcaire, c'est pareil. Vous n'allez pas planter n'importe quoi. Donc, on s'adapte à ça. Bien sûr, on essaye d'éviter les espèces exogènes. On essaye de prendre que des plants qui proviennent de la filière végétale locale, parce qu'on peut estimer qu'ils sont un peu plus adaptés à nos climats et aux conditions édaphiques qu'on va trouver. Et après, oui, le réchauffement climatique, on peut le prendre en ligne de compte. Mais bon, aujourd'hui, ça va tellement vite que je suis bien incapable de savoir ce qui poussera dans nos forêts et nos haies dans 50 ans, quand on voit l'échelle des bouleversements qu'on subit au niveau de la forêt. Très bien, merci beaucoup, Nicolas Hartner. À votre droite, Antoine Gardarin. Vous êtes enseignant-chercheur en agronomie et agroécologie à l'INRAE Palaiseau et spécialiste des bandes fleuries. Alors là, c'est pareil, les bandes fleuries, on peut se dire c'est beau les petites fleurs, mais au-delà des petites fleurs, c'est quoi les effets pratiques pour l'agriculture et pour la biodiversité? Bonjour. Alors si on travaille sur les bandes fleuries, c'est bien parce que, voilà, comme Chloé disait, on détruit certains habitats par la gestion intensive, mais par la dérive d'azote des fois, sur les bords des chemins, qui va vraiment dégrader la flore. Donc c'est pour ça qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on réintroduit, s'il faut réintroduire de la biodiversité. Ça peut être des habitats arborés, des arbres ou des ligneux, comme avec les haies ou des bandes fleuries. Et en fait, dans ces espaces-là, en fait, une des ressources importantes pour la biodiversité, en fait, c'est de donner à manger aux organismes qui vivent dans ces habitats-là, notamment les insectes. Et beaucoup d'insectes, en fait, ils ne sont pas capables de se nourrir sur un bord de champ qui ressemble à un gazon, avec uniquement des graminées. Ça peut être un lieu de vie pour se protéger à certains moments pour les insectes qui marchent à la surface du sol. Mais beaucoup d'insectes, alors c'est peut-être une des diapos, une de mes photos. Non, c'est là, c'était là. Voilà, c'est là. Beaucoup d'insectes, quels qu'ils soient, les pollinisateurs, les auxiliaires, mais même ceux pour lesquels on n'a pas forcément d'utilisation bien ciblée, comme on est à gauche, et en fait là c'est une microguêpe qui parasite des ravageurs du colza, ont besoin de fleurs. Et en fait, la semaine dernière, je faisais encore du terrain. Il y a des fois, on fait des kilomètres sur les bords de chemin, on voit quasiment pas de fleurs, parce que y a une gestion intensive. Des fois, ça peut être la dérive d'azote qui va faire qu'on va éliminer toutes les plantes à fleurs, et on n'a plus que des graminées. Et donc, sans plantes à fleurs, il n'y a plus de ressources pour les insectes. Dans les fleurs, il y a du nectar. Donc, le nectar, c'est du sucre, c'est de l'énergie. Ça permet de vivre longtemps, de se disperser, de se reproduire, de se multiplier. Dans les fleurs, il y a du pollen. Donc, le pollen, c'est riche en protéines. Donc, c'est une source très complémentaire d'alimentation. Et en fait, sans insectes, il n'y a pas les autres insectes, il n'y a pas les oiseaux qui mangent les insectes, etc. Donc, en fait, c'est l'importance. Quand on dit bande fleurie, ça ne veut pas dire qu'il faut juste des fleurs pour faire des fleurs, mais que les fleurs, c'est une ressource alimentaire importante pour les insectes et puis pour tous les autres animaux qui s'en nourrissent. Quand on parle de bande fleurie, souvent, la plupart des gens pensent à la photo qui est au milieu. Les agriculteurs, quand ils veulent semer une bande fleurie, souvent, ils vont trouver dans le commerce des mélanges de graines qui ressemblent à ça. C'est-à-dire des fleurs, des mélanges commerciaux, des plantes esthétiques, exotiques, qui n'ont rien à voir avec la flore locale, qui sont choisies uniquement pour leur qualité ornementale et qui souvent n'attirent que très très peu d'insectes, n'ont pas du tout d'intérêt pour favoriser la biodiversité. Et en plus, c'est des mélanges qu'il faut ressemer tous les ans. Donc tous les ans, il faut que l'agriculteur rachète de la graine s'il veut tout le temps avoir une bande fleurie. Et en fait, ça, c'est pas du tout intéressant parce que tous les ans, il faut détruire et réimplanter des choses. Là, ça, c'est une bande qui est juste là pour faire joli. Dans le commerce, on va aussi trouver des fois des mélanges. Les agriculteurs, ils vont trouver des bandes pour les pollinisateurs, mais des fois, ça va être des bandes uniquement pour l'abeille domestique, avec une ou deux espèces qui vont favoriser qu'un type d'organisme bien précis.
On peut mettre des bandes pour, je sais pas, le gibier ou la petite faune, mais ça va être encore une composition de plantes qui va viser qu'un type d'organisme et souvent pas tous les autres. Moi, quand je parle de bandes fleuries, c'est plutôt des bandes qui sont multifonctionnelles, qui sont là pour favoriser un peu toute la biodiversité et tous les usages qu'on peut en tirer. Peut-être joli pour le riverain, mais qui héberge des petits mammifères, qui vont servir à des oiseaux pour nidifier, qui vont héberger des auxiliaires de culture, des pollinisateurs qui vont être intéressants pour les agriculteurs. Et donc, en fait, on travaille sur des bandes fleuries qui ressemblent à ce qu'on peut avoir à droite, qui ne sont pas forcément tout le temps jolies et tout le temps couvertes de fleurs toute l'année, parce que ça, il ne faut pas rêver, ce n'est pas très naturel. Mais voilà, une grande diversité de fleurs qui fleurissent toute l'année, des espèces qui sont plutôt sauvages, qui sont, si possible, des graines qui viennent de plantes qui sont localement présentes. Et donc, on va choisir je ne sais plus quelle était la question, mais voilà, des choses très, très diversifiées qui vont favoriser toute une diversité d'insectes et des plantes qui sont vivaces, qui sont là, qui sont pérennes, en fait. On les sème une fois, ça peut coûter plus cher qu'un mélange commercial au milieu. Ça coûte peut-être plus cher, mais on le sème une fois, et puis après, avec la Fondation François Sommer, en fait, on a eu un financement pour mettre en place un dispositif de semer d'une trentaine de bandes chez des agriculteurs en Ile-de-France et région centre. On les a semées en 2018, mais en fait, là, 6 ans après, elles sont encore en pleine forme et je pense qu'elles peuvent durer plus de 10 ans. Enfin, voilà, c'est la réimplantation pérenne d'habitats favorables à la biodiversité. Il n'y a aucun des agriculteurs qui vous disent ta parcelle, elle est sale. Souvent, au contraire, parce qu'ils ont compris à quoi ça servait. Ils ont compris que quand ils marchent dedans, alors déjà, ça grouille de biodiversité. On lève des lièvres, on voit beaucoup d'oiseaux, on voit des pollinisateurs, ça bourdonne de partout. Donc ils voient tout de suite l'intérêt pour la biodiversité dès qu'on va dedans. Alors nous aussi, on pensait que pour les riverains, en fin d'été, en général, quand la végétation n'est pas fauchée, en fin d'été, c'est tout grillé, quoi. Alors c'est intéressant parce que ça permet aux animaux, on parlait de sécheresse, en été, les oiseaux, une fois que tout est moissonné dans les champs, les plaines agricoles, c'est un immense désert. Donc avoir des zones qui ne sont pas fauchées, qui ne sont pas entretenues, c'est hyper important. Et on a fait un sondage auprès de 500 personnes dans les régions dans lesquelles on est, on va dire Île-de-France, région centre, et on leur présentait des photos. Et nous, on s'attendait à ce que les gens préfèrent une bande qui est fauchée, entretenue, et puis qui reverdit à l'automne, par rapport à des bandes non entretenues et qui sont toutes grillées en automne. Et à notre grande surprise, les gens préféraient une bande comme ça, pas fauchée, pas entretenue, quitte à ce qu'elle soit grillée en automne. Donc, dans le grand public, il y a des gens qui comprennent que des fois, ne pas gérer, ça peut être intéressant pour la biodiversité. Et c'est pas du tout entretenu, c'est vivace, ça repousse. Alors, est-ce qu'on essaie que ça prenne pas trop sur la parcelle cultivée? Alors, c'est des plantes qui sont pérennes. Donc, en fait, c'est pas du tout des plantes adventices qui sont aptes à se développer dans la culture. C'est des plantes qui se développent très lentement et qui ne sont pas capables de se ressemer dans la culture et de se multiplier. L'agriculteur, il peut la faucher, il peut ne pas la faucher. Il y en a qui ne les fauchent pas. Alors, des fois, au bout de quelques années, ils ont envie de les faucher. Mais en fait, ils font ce qu'ils veulent, mais il n'y a pas d'entretien nécessaire. Alors, certains, oui, ils préfèrent tout refaucher une fois par an en hiver pour remettre à zéro, mais il y a pas de... c'est comme ils veulent. Et c'est quoi la différence entre une bande fleurie et une bande enherbée? Est-ce qu'on peut avoir une bande enherbée fleurie? Oui, tout dépend. En général, quand on dit enherbé, on a tendance à penser surtout de l'herbe, c'est-à-dire des graminées. Bande fleurie, on a tendance à dire des plantes qui vont faire des fleurs, parce que les graminées, tout ce qui est herbe, ça ne fait pas de fleurs. C'est un peu l'opposition qu'il y a. Après, une bande enherbée au sens réglementaire, elle peut contenir plein de fleurs, mais ce n'est pas nécessaire. Enfin, ça dépend de ce qu'on a semé, et ça dépend comment c'est entretenu. C'est-à-dire que si le sol est très riche, s'il y a beaucoup d'azote, ou si l'agriculteur, quand il épand de l'azote, ça déborde sur sa bande, ça va favoriser les graminées, parce que les graminées aiment beaucoup l'azote quand on fertilise beaucoup. Et en fait, ces graminées vont étouffer les plantes à fleurs. Ce qui fait qu'à la fin, il n'y a plus que de l'herbe, ce qu'on appelle l'herbe, des graminées, il n'y a plus de fleurs dedans. Et est-ce que les bénéfices pour l'agriculteur, c'est aussi moins de phyto? S'il y a plus d'insectes qui vont manger les... Alors ça fait partie de mon travail de recherche. C'est-à-dire qu'on on compare différents types de bandes fleuries, mais aussi des bords de champs spontanés. Et on regarde ce qu'il y a comme biodiversité, ce qu'il y a comme auxiliaire et la régulation des ravageurs. On voit qu'il y a des effets, qu'il y a une meilleure régulation des ravageurs dans des parcelles où il y a des bandes fleuries que là où il n'y en a pas. Mais en fait, c'est des petits effets. On ne peut pas utiliser juste ça comme argument pour dire à l'agriculteur il faut mettre une bande fleurie et ça va permettre de ne pas mettre d'insecticides, par exemple, sur la culture. Parce que les parcelles sont tellement grandes que de toute façon, il faudrait mettre des bandes fleuries tous les 50 mètres si on veut que les insectes y dispersent suffisamment dans la culture, que l'exigence de rendement pour l'agriculteur est si élevée que de toute façon, si on compte uniquement sur la régulation naturelle, soit il est en bio, il y a une filière de valorisation qui fait qu'il s'y retrouve, mais s'il n'est pas en bio, ce n'est pas la bande fleurie qui va résoudre tous ces problèmes. Donc l'intérêt de ces habitats-là, bande fleurie, bande enherbée ou haies,
il est multifonctionnel. C'est un petit peu pour la lutte biologique, pour réguler les ravageurs. C'est un petit peu pour la pollinisation, un petit peu pour la biodiversité en général, un petit peu peut-être pour le gibier, un petit peu pour les riverains, un petit peu pour tout le monde en fait. Mais on peut, voilà. Et parce qu'il y a dans le thème de cette conférence, il y a les bonnes pratiques. Je suppose que l'agriculteur qui est favorable aux bandes fleuries, dans son champ, il doit aussi avoir des bonnes pratiques, genre TCS ou... Alors, on étudie aussi les effets des pratiques des agriculteurs sur la biodiversité. Donc, on a ce qu'on appelle les conventionnels, c'est-à-dire ce que fait la majorité des gens. On étudie les agriculteurs bio, mais il y a une diversité aussi de formes d'agriculture biologique. Il y a tous ceux qui ne travaillent pas du tout le sol, l'agriculture de conservation des sols. Les agriculteurs qui ne travaillent jamais le sol, qui couvrent le sol. TCS, c'est même intermédiaire. L'agriculture de conservation des sols, si on ne touche jamais le sol, on couvre le sol en permanence avec des couverts d'interculture et on mélange des espèces. On cultive des espèces en mélange et on en mélange beaucoup dans le temps, à l'échelle de la rotation. Donc ça, même si ces agriculteurs-là utilisent encore de la chimie, ça favorise quand même la biodiversité par rapport à l'agriculture conventionnelle. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que les bandes fleuries, elles sont efficaces chez tout le monde, en fait. Parce qu'il y a tellement, même si les pratiques sont intensives à côté, il y a tellement peu de biodiversité dans les parcelles que la bande fleurie, elle a quand même un impact positif sur la biodiversité, même si les parcelles sont intensives à côté. Donc en fait, elles sont efficaces chez tout le monde. On ne peut pas dire il faut être en bio pour tirer les profits d'une bande fleurie. Et même si je mets du glyphosate pour pas passer la charrue. Même si le glyphosate ne va que dans la parcelle, pas dans la bande fleurie, bien sûr. Le glyphosate, il y a tellement de produits et tellement de pratiques qui sont impactantes sur la biodiversité que le glyphosate, c'est un parmi d'autres, mais il n'y a pas de... C'est pas le pire parmi tout ce qu'on peut faire, quoi. Et est-ce que vous avez une idée en chiffrage comment vos programmes ont permis de... Combien de kilomètres, je ne sais pas si ça se mesure en kilomètres ou en mètres, ou combien vous avez pu recréer de bandes fleuries? Nous, mes territoires ressèment aussi des bords de champs. Oui. On peut les mettre en plein milieu des parcelles ou en bord de champ. Je ne sais pas... en quelques kilomètres, mais nous, on était plutôt en recherche, côté expérimental. Donc, en fait, on n'a pas cherché à déployer ça de manière très large. Je ne sais pas si... Oui, nous, on déploie on encourage ce genre de pratique depuis 2019. On a à peu près 8 territoires. Alors, nous, mais pas que. Quand je dis nous, c'est les partenaires Agriphone. Donc, il y a aussi des territoires dans le Grand Est, en Nouvelle-Aquitaine, aussi en Pays de la Loire. On peut compter plus de 100 km de bordures de champs semés. Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure. J'ai plus parlé des gestions de broyage. Sur des bordures qui sont déjà, on va dire, fonctionnelles, mais il y a des bordures aussi qui ne sont pas fonctionnelles. C'est la photo à gauche. Donc on a une belle bordure pleine de brome et de chardon. Et donc là, en fait, même en intervenant tôt, c'est-à-dire en empêchant la flore de faire son cycle et de se ressemer, parce qu'on est sur des annuels, en tout cas pour le brome, c'est pas suffisant en fait. Et on est sur une zone hyper appauvrie en termes de banque de graines. Donc, ce qu'il y a dans le sol, c'est que des adventices. Donc, on est obligé, entre guillemets, de passer par un semis. Alors, nous, on appelle ça le semis de restauration parce qu'en fait, on va semer un mélange d'espèces. Alors, on est à la fois sur des graminées et des dicotylédones. En fait, on reproduit ce qui existe dans le territoire. Et donc, on s'est basé sur des relevés exhaustifs de la flore sur quelques 700 bordures qu'on a relevées en Beauce, donc dans le Loiret et l'Eure-et-Loire. Et puis après, on a fait un peu entonnoir entre ce qu'il existe dans le commerce, ce qui a des bonnes capacités germinatives, ce qui, à la fin, fait un mélange pas trop cher, mais un peu cher quand même. Pas trop cher ou un peu... Là, on est à un mélange à 1 500 € hectare. Donc, en fait, quand on est sur cet ordre de grandeur, quand on va parler à un agriculteur qui va semer, par exemple, des couverts annuels, comme tu disais, Antoine, des couverts d'ailleurs pas très fonctionnels, qui vont être à 20 € hectare, c'est sûr que nous, ça fait un peu mal, quoi. Oui, mais c'est pour combien d'années? C'est pérenne. Voilà. Les premières bordures de champs qu'on a semées en dehors de parcelles expérimentales, donc vraiment sur des linéaires, elles datent de 2011, elles sont encore en place. Alors bien sûr, elles ne sont plus dans les proportions d'espèces qu'on a proposées là. Et en fait, c'est aussi ça qu'on veut, c'est qu'on a un mélange complexe à 20 espèces. L'objectif, c'est qu'ils soient un peu ubiquistes, entre guillemets, qu'on puisse l'implanter. Alors on reste en Beauce, mais que ce soit sur un sol plus limoneux, plus argileux, plus profond, voilà.
L'idée aussi, selon les conditions de semis, les conditions climatiques, les années suivant le semis, si on est déjà encore à 10-15 espèces au bout de 5 ans, on est encore sur quelque chose de fonctionnel. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un terreau fertile pour ramener la biodiversité. Alors, on parle d'animal, mais la biodiversité, c'est aussi le végétal. Et donc là, c'est l'idée aussi que la flore sauvage vivace revienne sur ces terrains qui étaient complètement étouffés par une flore adventice. Et puis, alors, je parle en hectares, mais on est sur une bordure de champ qui fait 1,5 m, 2 mètres de large. Donc, pour faire 1 hectare de bordure de champ, on a quand même un bon linéaire devant nous, quoi. Donc, voilà. Et on sème que ce qui n'est pas fonctionnel. Et c'est là aussi où on veut faire ça dans l'ordre, c'est-à-dire c'est d'abord le diagnostic. D'abord, on met aussi en lumière ce qui est bien, parce qu'on ne peut pas juste dire « Ah, là, c'est plein d'adventices ». Enfin, les agriculteurs, ils le voient. Les adventistes, c'est la première chose qu'ils voient. Par contre, la flore typique du territoire, mais voilà, qui n'est pas dans la parcelle, justement, parce qu'elle est vivace, ils ne la voient pas forcément. Donc, c'est déjà faire ce diagnostic, dire sur vos 10 km de bordure de champ, il y en a un tiers qui est en super état, ne faites rien, passez pas le broyeur, ne faites absolument rien. Et puis, il y en a 25% qui sont adventices. Alors, parce qu'il y a une pratique, mais aussi tout simplement parce qu'il y a un usage du chemin. Par exemple, on a fait une étude territoriale où on a diagnostiqué une dizaine d'exploitations agricoles dans le Pithiverais, donc gros territoire à betterave. Forcément, on avait plein de bordures de champs très adventices. Et en fait, en discutant avec les agriculteurs, on s'est rendu compte que tous les 3-5 ans, il y a les chantiers de betteraves. Donc, c'est des poids lourds qui passent sur des périodes où le sol est gras, humide. Donc, forcément, ça retourne le sol, ça arrache la végétation. Et c'est les plantes pionnières annuelles qui ont des capacités à conquérir le milieu très rapide qui s'installent, donc des adventices. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, tant pis, finalement. C'est des sites qu'on ne peut pas restaurer parce qu'on ne va pas justement mettre un mélange qui met du temps à s'installer, qui est censé être pérenne, mais qu'il ne faut pas s'amuser à aller ni faire une dérive d'azote, ni une dérive d'herbicide, ou une dérive de passage de roue répétée, parce que, en fait, c'est comme ça. Mais il y a d'autres zones où on peut agir. Et donc voilà, c'est un peu l'idée. Tu voulais me compléter, Antoine? Non, je t'ai vu. Ou une dérive de NNI. Néonicotinoïdes. Ça jouera pas sur la flore. En tout cas, je ne crois pas que c'est des effets sur la flore. Ça a des effets plutôt sur... Si, aussi. Si. Ah non, sur la flore, non. Non, mais sur les insectes. oui. Alors, à votre gauche, merci beaucoup, Chloé. Et on voit en tout cas que ces mélanges, c'est savamment dosé, étudié. Enfin, ça mérite de décrivez-nous un petit peu, parce que c'est vrai Oui, que... c'est vrai que alors j'ai pas été jusqu'au bout de mon propos. Donc ça, c'est une flore qu'on retrouve sur le territoire de manière spontanée. Donc je vous ai dit, on réfléchit aussi en termes technico-économiques, mais aussi en termes biodiversité, évidemment. Je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas dit. Donc en fait, on diversifie les familles d'espèces, de fleurs, pour avoir en fait à manger pour tout un panel de pollinisateurs. Tout à l'heure, Antoine, tu parlais, effectivement, on parle de pollinisateurs, on voit l'abeille domestique, mais finalement, il y a 1000 espèces d'abeilles sauvages en France, et il n'y a pas que des abeilles qui sont pollinisatrices, il y a aussi tout un tas de mouches, pour ne citer qu'elles, et donc du coup qui ont des besoins différents. Alors déjà, pour citer les abeilles, il y a des abeilles qui sortent très tôt en saison, les osmies, je pense que peut-être vous connaissez ces petites abeilles aux fesses rousses qui sortent très tôt en saison. Il y a des abeilles qui sortent très tard, et donc elles sortent aussi en fonction du besoin de la flore spécifique qu'elles vont butiner. Et puis, alors dans les abeilles, il y a leur capacité à butiner, elle est liée aussi à leur appareil buccal. Donc il y a des abeilles qui ont des langues longues qui vont aller plutôt dans des fleurs à corolle profonde. Donc ça va être les légumineuses, les trèfles, des choses comme ça. Et puis des abeilles à langue courte, ou même des mouches qui vont plutôt lécher le nectar qui n'est pas profondément dans la corolle de la fleur. Donc on va plutôt cibler des astéracées, par exemple l'Achille millefeuille, la grande marguerite, toutes ces espèces où en plus ça fait plateforme d'atterrissage, donc tout le monde peut s'amarrer là puis venir dans le garde-manger. Et donc voilà, on a choisi ces fleurs aussi pour celles qui vont fleurir tôt, tard, etc. Il faut prendre tout ça, ou il faut prendre un peu de V, un peu de... Comment vous faites, vous, mélange?
Ah bah là, c'est le mélange, donc il est dosé. On a 50% de graminées, donc c'est les 4 espèces en haut en orange. Et puis ensuite, on a en rose de la flore sauvage et puis en vert en bas des légumineuses. Et donc, on a dosé ça. Donc V, c'est que c'est des vivaces. Donc, on a quelques annuels qui vont se ressemer. Le 2, c'est des bisannuels, mais on a beaucoup de vivaces. Comme disait Antoine tout à l'heure pour les bandes fleuries, c'est un peu la même idée pour les bordures de champs, c'est-à-dire qu'on a une flore qui se développe très lentement. Donc en première année, on n'a pas grand-chose qui pousse, on a des petites plantules, un bébé de ce qu'on va avoir, mais en tout cas, dès la deuxième année, on a une flore qui se développe, qui se déploie aux dépens des adventices qui étaient là au début. Donc on met quelques annuels et c'est aussi ce qu'on raisonne souvent quand on fait des bandes fleuries pour avoir de la fleur dès la première année, pour occuper l'espace et justement pas avoir les adventices qui reviennent, parce qu'effectivement on a besoin quand même d'un travail du sol pour implanter ces semences qui sont des petites graines qui ont besoin d'un lit de semences très fin pour bien assurer leur implantation. Et donc ça fait un peu tampon avant que les vivaces se développent parce qu'elles ont un cycle très lent en fait, pour se mettre en place. Et dans quel dosage vous faites le mélange? Oh bah là, je ne connais pas de tête, mais on est sur un semis à 20 kg/hectare. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez. Oui, voilà. Ok, merci. Donc, à côté de vous, il y a Thierry Delescaille. Thierry Delescaille, vous allez donner une dimension un peu européenne de toute cette biodiversité. Vous êtes secrétaire général d'Elo. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots que fait votre fondation, votre organisme, parce que c'est un peu du lobbying à la taille anglo-saxonne, on n'a pas trop l'habitude en France. Oui. Et puis, vous êtes aussi nous dire votre activité de fermier, parce que vous mettez en pratique un peu ce que vous défendez dans l'association, et nous montrer aussi que finalement, l'Europe est très plurielle, très diverse, et que la Belgique flamande, celle qui industrielle, hein, l'agriculture industrielle par rapport à la wallonne, vous m'aviez dit, qui est plus poétique, enfin la Belgique flamande met beaucoup en œuvre des gros programmes pour justement remettre du biotope, remettre de la biodiversité. Alors d'abord, qu'est-ce que Elo, en quelques mots? Alors, Elo est une fédération au départ de propriétaires exploitants multifonctionnels, c'est-à-dire que, et c'était abordé par vous, en disant qu'il est beaucoup plus facile quand on est propriétaire exploitant ayant la maîtrise du foncier d'adapter le territoire, et ça donne des moyens tout à fait différents et des possibilités tout à fait différentes. C'est toute la différence finalement entre un locataire qui considère, je dirais, le bien qu'il a en possession comme une commodité, tandis que pour le propriétaire, c'est un capital, c'est une valeur intergénérationnelle. Donc la perspective est différente. C'est fort la mentalité anglo-saxonne où finalement la grande majorité des exploitants dans les autres pays sont propriétaires. Ici, on est dans un cas assez atypique, particulier. Le statut du fermage et la SAFER sont des éléments qu'on retrouve virtuellement pas. En tout cas, la SAFER est une exception culturelle française, il n'y a aucun doute. Ceci étant dit, Elo a 4 fonctions, 4 grandes missions. C'est une mission à l'anglo-saxonne de proposition. Pour faire des propositions, il faut évidemment avoir une base scientifique. Vu le thème du jour, je me fais le plaisir de vous offrir, parce que la maison, là encore, un travail sur la petite faune des champs et des plaines, c'est tout le travail qui a été fait avec vous sur les bandes enherbées. Pourquoi ce travail a-t-il été réalisé? Eh bien, pour le proposer à la Commission, aux institutions, au Parlement, et pour parvenir à le retrouver, ce travail que vous avez réalisé puisse être retrouvé dans les textes législatifs européens et être financé. Et au niveau du financement, évidemment, il y a des différences tout à fait étonnantes. Je ne sais pas ce qu'une bande enherbée est financée ici, mais une jachère faune sauvage en Flandre, suite à la réforme de la PAC, et ce qu'ils ont trouvé dedans, c'est 1 800 € l'hectare. Bon, c'est quand même assez intéressant. On est très loin de ces chiffres en France. Et il faut quand même bien se rendre compte que dans pas mal de pays, toutes ces activités liées à la biodiversité sont largement financées. Maintenant, en tant qu'Européens, nous ne devons pas être arrogants et penser que nous sommes les sauveurs de la biodiversité. Nous avons une longueur de retard et on a l'habitude de critiquer les Américains et les Brésiliens. Les Brésiliens
quels que soient leurs défauts et le manque de contrôle, le manque de police de l'environnement dont je ne doute point, ils ont une obligation, en tant qu'exploitants, dans la plupart des régions de grande culture, de développer 20% de biodiversité. Ce qui signifie qu'ils vont acquérir des territoires des marais pour avoir de la biodiversité à inscrire dans leur exploitation agricole. Sinon, ils n'auront pas droit aux avantages. Il n'y a pas une politique agricole commune au Brésil, mais ils n'auront pas droit. On parle toujours des Américains avec leurs OGM. Je ne fais pas du tout l'apologie de l'OGM, mais il faut quand même être conscient que les Américains, quand ils utilisent les OGM, doivent mettre en place un refuge pour les insectes. C'est-à-dire 3 à 5% de leur culture doit être classique, non pulvérisée, non engraissée, pour maintenir un refuge pour les insectes. Et donc, il ne faut pas croire que tout est tout à fait linéaire, tout à fait la destruction. Nous avons des solutions qui correspondent à nos mentalités, ils ont des solutions qui correspondent à leur mentalité. Alors, pour revenir à Hello, nous faisons à côté de ça une série d'études et de programmes européens qui sont des programmes avant dire droit. Donc, nous avons 42 ou 44 programmes européens en cours. La Fondation François Sommer participe à 2 de ces programmes, la GPB également, l'OFB également, qui ne sont pas exactement les 2 mêmes programmes, mais nous sommes une tête de réseau et nous mettons en réseau des acteurs qui peuvent partager leur expérience et faire valoir leur expérience. Et puis, évidemment, nous fonctionnons avec la communication et nous organisons, entre autres, le Forum pour le futur de l'agriculture, là où l'agriculture et la biodiversité se rencontrent, parce que, et ça a de nouveau été dit par ce panel, on ne peut pas vivre en silo. Il faut absolument que les gens apprennent à se parler. Il faut aussi qu'ils soient un peu plus raisonnables. Et il a été dit qu'une partie du monde agricole, n'ayant pas le choix, fait le choix de l'intensification. Moi, je pense que faire comprendre, leur donner le choix et les amener à, évidemment, une production beaucoup plus raisonnable. Et puis, nous avons des grands réseaux, dont un réseau que nous partageons ici avec l'OFB et avec la Fondation François Sommer, qui est Territoire de faune sauvage. Territoire de faune sauvage considère la biodiversité dans le cadre de la gestion, mais à partir d'un territoire. La difficulté de ce que vous faites, c'est que vous partez de la parcelle. Évidemment, quand vous partez de la parcelle ou d'une exploitation agricole, mais dont le parcellaire n'est qu'agricole, vous avez évidemment un handicap de départ. Parce qu'il est évident que tout ce qui est labouré, trouver de la biodiversité, ça va être très compliqué. Moi, je me souviens avoir été très choqué. Il y a une vingtaine d'années, j'avais été vice-président de la commission sol de l'Union européenne et je me suis fait virtuellement insulter par des environnementalistes m'expliquant que j'étais un assassin parce que j'utilisais une charrue. Ça m'a fait réfléchir. J'ai finalement compris ce qu'on me disait. Donc, j'ai essayé de faire du labour direct, mais du semi-direct. Mais le semi-direct, c'est très bien dans des terres qui sont bien structurées ou dans des terres lourdes, mais dans les terres de sable, ça ne marche pas. Et donc, il faut trouver des solutions où, à chaque terre, sa solution, mais pas dire c'est la solution unique. Il faut faire très, très attention à ça. Alors, ceci étant dit, ça m'a amené également à expérimenter ça dans ma propre exploitation. Et je suis dans une situation assez atypique parce que dans ma famille, on m'appelle le Belge. Pourquoi ? Parce que j'ai un aïeul qui a fait son service militaire en 1812, qui est une grande époque. C'était moins intéressant que d'être, je pense, ukrainien aujourd'hui, risquant de se faire envoyer au front. Enfin, toujours est-il, il a survécu. Son régiment, après la bataille de Leipzig, été cantonné 6 mois sur la Meuse, et les jeunes officiers ont fini par épouser des filles du pays. Et donc, voilà, je suis dans un territoire transfrontalier entre la Belgique et les Pays-Bas. Et donc, on a développé ces mesures que vous avez décrites il y a déjà 25 ans, avec, évidemment, tout le monde a dit, ce ne sont pas des agriculteurs, c'est inacceptable. Donc, évidemment, l'évolution des mentalités est là. Aujourd'hui, c'est considéré comme quelque chose qui doit absolument être fait. Et puis, nous avons, sur la partie néerlandaise, une partie en Natura 2000 habitat. Et là, vous arrivez à des choses assez curieuses, parce qu'on vous dit, mais vous ne pouvez plus cultiver. C'est une zone habitat. La zone habitat, toute forme d'agriculture doit être exclue à terme.
Mais aux Pays-Bas, on vous propose évidemment de vous indemniser. Alors, je suis désolé, je vais vous choquer. Donc, l'indemnité à l'hectare pour la perte de valeur est de 77 000 euros à l'hectare. Et puis, on vous donne 25 000 pour transformer. Donc, je parle de 100 000 euros à l'hectare pour transformer. Franchement, vous êtes un ignare si vous refusez. Alors, on n'est pas évidemment, dans les mêmes échelles du tout. Et vous me disiez, parce que c'est vrai qu'aux Pays-Bas, il y a trop de nitrates. Oui. Donc, vous avez créé un héliotrope avec des roseaux, tout ça. Exactement. Et donc, c'était quoi, 95 000 euros 95 000 euros pour placer un héliofiltre, c'est-à-dire on a mis 4 hectares de zone humide ou de prairies humides transformées en héliofiltre. Évidemment, il faut gérer parce qu'il ne faut pas non plus que les castors bougent tout, parce qu'il y a aussi ce problème-là. Mais oui, ça vaut vraiment la peine. En plus, Et vous avez vous recréé des protégez l'eau. méandres. Absolument. Ça Et serait vous peut-être avez pas des mal nou- pour les Deux-Sèvres. Et vous avez Il faudrait énormément de payer. nouvelles espèces qui reviennent, Parce ou que d'anciennes espèces inconnues qui reviennent. Et c'est très symptomatique. On a d'ailleurs fait une étude, on a invité les services, la direction de la biodiversité européenne à visiter le site. Ils ont tous fini à 4 pattes derrière les insectes en disant qu'ils n'avaient jamais vu autant d'insectes. Donc, il y a une énorme résilience de la nature. Ça, je pense qu'on doit le reconnaître. Mais il faut une base et il faut des sites beaucoup plus grands. Alors, un autre point, une autre remarque que j'aimerais faire, qui était abordée avec beaucoup de justesse, les haies. Les haies, malheureusement, on a un programme européen qui prévoit de reboiser 3 milliards d'arbres. C'est évidemment la base qu'il faut le faire. Mais il ne faut pas les boiser en forêt, bien entendu. Les forêts sont là. Il faut les mettre dans les haies, recréer la connectivité, parce que sinon, on n'avancera jamais. Là, c'est une opportunité, il y a un financement. Et on voit, le financement est disponible dans certains pays, pas dans d'autres. Il y a encore du travail à faire en termes de lobby. Et ce sont les fédérations nationales et ce que vous faites qui doit absolument être mis en exergue. Et pourquoi vous pensez qu'en France, ça ne perce pas encore On a des petits bonus de haies, mais c'est au niveau des chambres régionales d'agriculture. Mais c'est tout petit. Je pense que la France est un pays beaucoup plus administratif et beaucoup plus verrouillé dans son approche. Alors, c'est du bon, hein, je ne critique pas nécessairement, mais il faut aller plus vite dans les évolutions. Bon, oui, allez. Quand vous dites pourquoi ça ne progresse pas, il y a des fois, alors il y a des financements. Je pense que les financements sont à la hauteur parce que finalement il y a tellement peu d'agriculteurs qui sont volontaires pour remettre des haies qu'en fait il n'y a pas besoin de financement énorme actuellement pour financer de la replantation. L'impression que moi j'ai, c'est c'est qu'il manque d'animateurs territoriaux pour accompagner les projets de plantation auprès des agriculteurs. Parce que des agriculteurs qui ont envie, il y en a, mais se casser la tête à trouver l'aide, cocher la bonne case, faire le dossier, avoir derrière quelqu'un qui va dire quelle essence il faut mettre, organiser un chantier de plantation, parce que planter des centaines de mètres ou des kilomètres de haies, il faut beaucoup de main-d'œuvre, il faut les protéger, il faut les suivre. Enfin, il y a tout un travail très important à faire en amont, que l'agriculteur n'a pas forcément le temps disponible pour faire tout ça. Et localement, moi je vois bien que selon les départements où on va, selon là où on est, il y a des fois, ça marche très bien parce qu'il y a une personne motivée qui va accompagner les agriculteurs, qui va faire tout ce travail d'accompagnement, et localement, il y a des fois, il n'y en a pas du tout. Oui, mais Donc il ne suffit pas de convaincre l'agriculteur. Si vous me permettez, le meilleur ambassadeur, c'est un acteur qui l'a déjà fait. Et donc, les agriculteurs parlent aux agriculteurs, les ONG parlent aux ONG, c'est une évidence. Mais qu'un membre d'une ONG aille essayer de convertir un agriculteur sera très difficile. Mais qu'un agriculteur fasse le boulot, ils suivront tous. Un effet boule de neige, un peu comme avec les mares et comme avec votre programme. Surtout qu'on se regarde beaucoup, on s'épie un peu à la campagne. Alors moi, il y a une petite particularité, c'est que je travaille dans une ONG et que le président de l'ONG est un agriculteur. Donc, c'est un avantage. Pour mettre un pied dans le milieu, ça a été un avantage clair. Et l'effet boule de neige. Alors, vous parliez de financement. Il y a eu un des financements pour les haies en France, là, avec le plan de relance. Il y avait tout un volet sur les haies qui a été assez important. 250 millions. Ouais. Et pour avoir travaillé dessus, je rejoins ce que vous disiez, on s'est pris l'administration en pleine tronche. Et j'ai pas d'autre terme. Ça a été vraiment la croix et la bannière, avec la nécessité en plus d'avancer les financements pour ceux qui voulaient planter. Donc quand vous êtes un éleveur, vous avez 120 hectares de bovins laits, vous n'avez pas 15 000 euros à avancer en ne sachant pas si vous allez être payé dans 6 mois. Bien, on arrive
au terme de cette heure de table ronde. Là, maintenant, c'est la question, enfin la séance des questions. À vous de jouer, enfin, de profiter d'avoir des intervenants de qualité. Je vous remercie pour vos échanges, les schémas, enfin, toutes les idées qui sont passées à travers cette heure. Est-ce que, et je suis sûr que vous avez des questions, n'hésitez pas, levez la main, présentez-vous et on va vous passer le micro tout de suite.